Donc voilà, notre but, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait du débat citoyen sur tous ces enjeux de défense. On voit bien que les médias en parlent aujourd'hui, mais que c'est difficile d'avoir des débats un petit peu dans les cafés, chez soi, avec dans sa famille. Il y a une sorte de tabou. Et ce tabou est d'autant plus prononcé aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, notamment au Yémen. C'est difficile de créer des débats publics là-dessus, en tout cas dans notre vie quotidienne. Et c'est un petit peu le sens de cette intervention, de cette réunion d'information aujourd'hui. Alors je ne vais pas essayer d'être trop long, parce que j'imagine que vous avez des questions à poser, et c'est mieux d'avoir un échange. Et effectivement, cette intervention démarre un petit peu de là, c'est-à-dire qu'il y a des citoyens militants qui sont venus et qui m'ont dit, le problème c'est qu'il y a un manque d'information de la part des citoyens. Nous, en tant qu'observatoire, on travaille beaucoup on a un rôle d'influence auprès des politiques, on essaie de les interpeller, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que, si on veut des changements profonds sur la question des politiques de défense, il faut aussi que les citoyens s'approprient ce sujet. Et aujourd'hui, il y a un manque d'informations sur ce sujet-là, parce que le gouvernement ne souhaite pas vraiment communiquer là-dessus. Il y a du secret défense. Et il est vraiment temps aujourd'hui et c'était le sens des sollicitations qui nous sont parvenues, que les citoyens s'emparent réellement de cette question dans le but d'éviter que se produise un autre Rwanda, un autre Yémen, toutes les situations qu'on connaît, qu'on a rencontrées par le passé et qu'on connaît aussi aujourd'hui. Je vais pas revenir sur la situation catastrophique du Yémen, puisque elle a été amplement documentée par les journaux. Je vais plutôt me focaliser sur notre responsabilité à nous, en tant que citoyens, citoyens français. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On pourra y réfléchir aussi avec vous, parce qu'il y a des initiatives qui ont été lancées par les ONG, mais elles peuvent aussi être poursuivies, notamment au niveau local, par les citoyens pour accentuer la pression et faire en sorte que ces ventes d'armes vers l'Arabie Saoudite et les Émirats, qui causent de nombreux soucis, de nombreuses victimes civiles, cessent une fois pour toutes. Je vais commencer par un point qui va sans doute revenir dans les questions, donc je préfère l'anticiper. C'est pourquoi en fait la France intervient au Yémen, pourquoi on parle aujourd'hui d'implication de la France, pourquoi la France est intéressée par ce conflit. Alors on évoque beaucoup la question des ventes d'armes, parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite est un des clients majeurs de la France, le deuxième ces dernières années, après l'Inde, que de façon générale, les ventes d'armes françaises, c'est 60% par rapport au total vers les pays du Moyen-Orient. Donc il est très clair que cette dépendance vis-à- les de l'Arabie Saoudite en termes de vente d'armes, cette dépendance qu'on a nous-mêmes voulu, à date pas d'hier. Elle a été construite depuis des années, notamment depuis les premières orientations sous Giscard, Mitterrand, où on s'est rapproché de l'Arabie Saoudite, on a continué à vendre des armes, et c'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi on atteint ces niveaux faramineux de vente d'armes par rapport à l'Arabie Saoudite. Donc du coup, évidemment, si on vend des armes aussi à l'Arabie Saoudite, qui est quelque chose de très stratégique, ça veut dire qu'on va mener aussi un partenariat plus large, que ce soit effectivement une formation militaire, on va former les soldats saoudiens, on va aussi, en contrepartie des ventes d'armes, passer par l'échange de technologies militaires. Donc évidemment, aujourd'hui, on se retrouve à travers ça dépendant des choix que font l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui sont engagés dans ce conflit. Effectivement, on est dépendant des choix, et notamment du fait qu'ils veulent engager une guerre, qu'ils l'ont engagée, et qu'il y a des crimes de guerre qui sont commis effectivement en masse. Et se pose évidemment du coup la complicité de la France par rapport aux actions de l'Arabie Saoudite. Mais il n'y a pas évidemment que les ventes d'armes, puisque si la France vend des armes à l'Arabie Saoudite, c'est aussi parce qu'elle souhaite accéder à des contrats économiques avec ce pays-là. Et il est vrai que d'une part Total a des contrats économiques
en cours ou envisagée avec l'Arabie Saoudite, notamment une raffinerie à Jubail, que d'autre part, la France a remporté un contrat en Arabie Saoudite qui a des fouilles archéologiques, etc., etc. Donc on a une interdépendance entre la France et les pays du Golfe qui est multiple. D'autre part, on a aussi les Émirats arabes unis, qui sont également aux côtés d'Arabie Saoudite engagés au Yémen, notamment dans les opérations terrestres. Et les Émirats arabes unis aussi mènent une politique d'implantation de bases maritimes en Afrique très, très proactive. Ils installent des bases maritimes de l'Inde jusqu'aux États-Unis, en passant par la Corne de l'Afrique jusqu'en RDC. Donc en fait, par cette stratégie proactive, par le fait que du coup, ils ont beaucoup plus d'influence que par le passé, la France décide aussi, se dit qu'elle va devoir maintenir sa coopération avec ce pays si elle souhaite maintenir son influence dans certaines régions du monde, notamment en Afrique, où elle est de plus en plus concurrencée par les Russes et par les Chinois. Donc c'est lié aussi à une politique plus globale qui dépasse aussi le Moyen-Orient. Et enfin, évidemment, Total est présent au Yémen, on oublie de le dire, notamment à travers un des exploitants majeurs au niveau du gaz yéménite. Et il faut savoir quand même qu'en 2013, l'exploitation de gaz au Yémen pour Total représente le quart des ventes de gaz de la firme. Donc c'est pas négligeable, et évidemment il y a la volonté à travers ce conflit au Yémen, une volonté de la part de la France de protéger, voire même d'étendre ses intérêts économiques. Enfin, le Yémen est situé dans une zone très stratégique, dans la zone de passage de l'Asie vers l'Europe, avec ce couloir qui va du golfe d'Aden jusqu'à la mer Rouge, en passant par le détroit de Bab el-Mandeb, qui est une zone finalement très stratégique, parce qu'il y a beaucoup de bateaux, de convois de marchandises qui passent, qu'il faut effectivement sécuriser la zone, et que c'est une manière aussi, si les États sont présents dans la zone, de savoir ce qui se passe, parce qu'il y a une base militaire à Djibouti, où il y a effectivement les Russes, les Chinois, les Français, donc tout le monde s'espionne, et effectivement le renseignement se monnaie. Donc le fait d'être présent au Yémen, ou en tout cas d'avoir des relais sur place, est aussi pour la France un moyen de peser dans cette zone, et ça semble pas du tout négligeable. Donc cet ensemble de facteurs explique pourquoi la France a des intérêts à poursuivre ses intérêts stratégiques avec l'Arabie Saoudite, et pourquoi c'est si difficile d'avoir une position claire, en tout cas des critiques de la part notamment d'Emmanuel Macron suite à l'assassinat du journaliste saoudien Khashoggi, qui a permis vraiment à ce qu'il y ait un débat qui s'ouvre de façon beaucoup plus importante sur la question des ventes d'armes, mais qui n'a pas permis un revirement en fait, parce que vous avez des intérêts de long terme qui ne remontent pas à 5, 6, 7, 8 ans, mais à des 10, 15, une vingtaine d'années, et qui font que ça construit par strates successives une interdépendance entre la France et les pays du Golfe, sur lequel il est plus difficile de revenir. Mais nous, à l'Observatoire, on est effectivement focalisé avant tout sur la question des ventes d'armes. Les ventes d'armes, on voit toujours ça, les ventes d'armes, comme quelque chose, on vend du matériel, et puis d'une certaine façon, ce matériel, s'il tombe dans les mauvaises mains, c'est pas trop grave, parce que on l'avait pas prévu au départ. C'est un peu la version officielle de Florence Parly, qui nous dit que en fait c'est que du vieux matériel qui est utilisé contre les civils, ou que les armes ont une vocation défensive, toutes sortes d'arguments un petit peu fantaisistes. En réalité, l'histoire du Yémen nous enseigne que c'est pas exactement le bon scénario, parce que
produire de l'armement, c'est extrêmement coûteux. On ne produit pas de l'armement comme des savons dans une usine et puis après on décide de les vendre à un certain nombre de pays. Au contraire, on va d'abord, d'une certaine façon, enregistrer des commandes de la part d'un certain pays parce qu'on a fait le choix politique de se rapprocher d'eux, et on va bâtir, construire ce matériel en fonction de leurs demandes sur le terrain. Et ça explique pourquoi, pourquoi on constate, notamment aujourd'hui, une explosion des ventes d'armes peu avant et pendant le conflit au Yémen, parce qu'on livrait généralement entre 400 et 500 millions d'euros d'armement à l'Arabie Saoudite de façon régulière dans les années 2008 à 2013. Et on est passé à 900 millions d'euros d'armement livré en 2015, 1 milliard d'euros en 2016 et 1,3 milliard d'euros en 2017. Pourquoi ? Parce que, en fait, d'une certaine façon, on a fait le choix, on était au courant qu'il y avait une guerre qui se préparait, c'était cette guerre au Yémen, et effectivement, les Saoudiens ont commandé effectivement ces armements en prévision de cette guerre, notamment à travers un contrat d'armement qui s'appelle DONAS, qui était initialement à destination du Liban, et qui a été détourné d'une certaine façon par la France et l'Arabie Saoudite pour livrer justement ces armes dans le cadre du conflit yéménite. C'est-à-dire qu'on a créé un montage d'une certaine façon pour camoufler la préparation de cette guerre, ce qui pose un certain nombre de questions sur lesquelles on va revenir par la suite. Donc, il y a à la fois une préparation de cette guerre qui, évidemment, ne remonte pas à hier. Pourquoi ? Parce qu'une préparation qui peut, évidemment, se faire à travers la maintenance du matériel. On dit souvent que, on vend du matériel, mais là encore, c'est pas comme vendre des oranges sur un marché. C'est pas parce qu'on a vendu un matériel qu'on se lave les mains par la suite et qu'on se retire d'une certaine façon du marché et qu'on n'a plus de lien avec l'État acheteur. Au contraire, on vend du matériel et même militaire, et après on assure sa maintenance, on assure ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle, c'est-à-dire qu'on change les pièces quand c'est nécessaire, et on le met à jour également, c'est-à-dire que on va mettre l'électronique toujours plus puissante, on va changer les systèmes d'artillerie pour qu'ils soient aux normes du matériel militaire actuel. Donc concrètement, comment ça se passe ? Ça veut dire en gros que s'il y a un char Leclerc qui tombe en panne au Yémen, parce qu'on sait que les chars Leclerc sont utilisés par les Émirats arabes unis, au Yémen, dans les opérations terrestres, et qui d'ailleurs on les a retrouvés aussi aux portes d'Hodeïda, la ville principale tenue par les Houthis, par laquelle transite 70% de l'aide humanitaire. Donc ces chars sont vraiment impliqués dans des combats, dans des offensives, et quand ils tombent en panne, les Émiratis en général se débrouillent pour changer 2-3 petites pièces quand ça va mal, mais si effectivement les dégâts sont trop importants, ces chars Leclerc sont rapatriés à Abu Dhabi, aux Émirats, et leur fabricant, Nexter, possède un centre de maintenance là-bas avec 45 salariés qui va s'occuper des plus grosses réparations. Ce qui fait dire aussi à beaucoup que si effectivement la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui sont le principal pourvoyeur d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats, décidaient un jour de dire on n'assure plus du tout la maintenance des armes qu'on a livrées parce qu'il y a des crimes de guerre qui sont commis, de façon certaine, de façon très très probable, ça aboutirait sans doute à la fin de cette guerre, parce que l'Arabie Saoudite et les Émirats ne disposeraient plus des ressources opérationnelles matérielles pour effectivement permettre la poursuite des opérations militaires et rendre viable effectivement
d'une certaine façon la bonne utilisation du matériel, de poursuivre cette utilisation du matériel sur le terrain. Donc voilà. C'est un service d'après-vente, quoi. C'est un service après-vente, tout à fait. C'est un service après-vente et ça va même au-delà puisque c'est une mise à jour. On met à jour les frégates qu'on a vendues à l'Arabie Saoudite. Également, à travers des contrats qui ont été signés la veille de la guerre au Yémen, encore en 2013, le contrat Lex. Et non seulement on assure la maintenance, mais on continue aussi à fournir des obus pour les chars, notamment Leclerc. On a fourni en 2016 les Émirats arabes unis en pénurie d'obus. On a prélevé des obus sur les stocks de l'armée française pour les transférer en urgence aux Émirats. Mais c'est aussi le reflet évidemment comme je l'ai dit, d'une coopération plus large en matière militaire, parce que on a effectivement en contrepartie des ventes d'armes, on doit souvent céder une partie du matériel, faire en sorte qu'une partie du matériel soit produit dans l'État, au sein de l'État acheteur. Et ça explique pourquoi en fait on a beaucoup de sociétés françaises qui sont installées dans les pays du Golfe, notamment à Abu Dhabi. On a par exemple 5 sociétés françaises qui ont des co-entreprises avec des sociétés émiraties, notamment Airbus, les constructions mécaniques de Normandie, Dassault, Safran, Thales, de même que Airbus, Safran et Thales sont aussi présents à Riyad, c'est-à-dire qu'en fait ces sociétés-là échangent des technologies avec les pays engagés dans le cadre du conflit au Yémen, et évidemment on a très peu de regard sur ce sur quoi elles fournissent des technologies, ce sur quoi portent sur ces échanges, puisque s'il n'y a pas de transfert de matériel direct ou de schématique ou de plan entre la France et les Émirats et l'Arabie Saoudite, et si tout est délocalisé dans ces pays-là, ça veut dire que ça échappe d'une certaine façon à la réglementation française. Et bien sûr, au-delà des questions de maintenance, de livraison d'obus, on a aussi un cadre qui est plus large, qui est celui des accords de coopération militaire qui sont signés entre la France et notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Et évidemment, vous avez peut-être pu voir les conséquences de la signature de ces accords par rapport à la guerre au Yémen, c'est-à-dire qu'on va mettre par exemple à disposition des Émirats des forces spéciales françaises qui vont d'une certaine façon proposer leur aide. C'est ce qui s'est passé en juin cette année, où les Émirats ont demandé tout d'abord aux États-Unis de déminer l'entrée d'Hodeïda au Yémen parce qu'ils préparaient une attaque. Et les États-Unis avaient refusé parce que pour eux c'était une question d'affichage, puisqu'ils fournissaient évidemment énormément d'assistance, mais comme Hodeïda était sous les feux de l'actualité, ils se sont dit on n'a peut-être pas besoin de se compromettre là-dedans, alors que effectivement une attaque potentielle serait dénoncée fortement par l'ONU. Du coup, les Émirats se sont rapprochés des Français qui leur ont prêté leur aide par rapport à ça. Et évidemment, là encore, on touche à ce qui peut être concerné par les accords de coopération militaire. D'autre part, la France a fourni aux Émirats arabes unis, mais aussi à l'Arabie saoudite, des informations en termes de renseignements militaires à ces pays-là. Donc on voit bien comment en fait cette collaboration elle est extrêmement étroite, elle touche une variété d'aspects. D'ailleurs, quand on regarde l'accord de coopération avec les Émirats arabes unis, on s'aperçoit qu'il est effectivement extrêmement strict et qui va au-delà des accords signés avec d'autres pays, puisqu'on souligne à l'alinéa de l'article 4 que le gouvernement de la République française s'engage à déployer les moyens et dispositifs définis en commun de nature à dissuader tout État qui tenterait
de menacer la sécurité, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'État des Émirats arabes unis. Et cette clause ne figure pas dans tous les accords de coopération militaire. Elle montre clairement qu'il y a vraiment une sorte de jumelage ou de rapprochement extrêmement important avec les Émirats. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que les Émirats, l'industrie, la personne qui est à la tête du principal fonds des Émirats arabes unis en matière de défense s'appelle Luc Vigneron, et c'est un ancien dirigeant de la grande société d'armement française Thales, qui s'est expatrié là-bas et qui est à la tête du principal groupe industriel. Et ce groupe industriel émirati s'est fait remarquer pendant l'été par le rachat d'une entreprise de munitions, de machines à fabrication de munitions qui s'appelle Manurin. Et ça s'est passé dans des conditions un petit peu troubles où il y avait plusieurs repreneurs européens qui étaient intéressés, mais ces repreneurs européens n'arrivaient pas à obtenir d'emprunt de la part des banques. Les banques refusaient toutes de leur donner un emprunt. Et ce qui s'est passé, c'est que peu avant que d'une certaine façon, le juge donne sa réponse, et que la partie semble perdue, tout d'un coup, les Émirats arabes unis sortent du chapeau et se montrent intéressés pour racheter la société. Et évidemment, à la tête de ce groupe industriel figure Luc Vigneron, qui a joué évidemment un rôle dans le rachat de cette entreprise. Donc certes, on a effectivement un rapprochement qui a été construit par évidemment une succession de décisions politiques qui remontent à évidemment Mitterrand, qui se sont poursuivies sous Chirac, concrétisées un peu plus sous Nicolas Sarkozy avec l'instauration d'une base militaire, notamment à Abu Dhabi, qui est la vitrine de l'armement français, et évidemment amplifiée sous le mandat de François Hollande avec ce montage lié au contrat. Ce montage lié au contrat libanais. Donc on a vraiment quelque chose qui s'est construit progressivement, qui aujourd'hui explique pourquoi on se situe dans une situation qui est évidemment difficile, parce que on a une dépendance qu'on est nous-mêmes construit vis-à-vis de ces pays-là dans le domaine. Alors là où je veux en venir aujourd'hui, c'est sur la question évidemment de que faire, quelle est la mobilisation aujourd'hui sur ce sujet, comment stopper les choses. Alors c'est vrai que du côté des ONG, il y a eu une campagne qui a été menée avec un certain nombre d'ONG, l'Observatoire est actif dedans, il y a Human Rights Watch, il y a Amnesty International, il y a évidemment des organisations humanitaires. Et cette campagne a permis de faire en sorte qu'un certain nombre de députés soient interpellés sur le sujet, puissent se mobiliser. Et on a vu les effets avec notamment une demande de commission d'enquête qui a été formulée par le député En Marche, Sébastien Nadeau, qui a poussé un petit peu l'exécutif dans ses retranchements, mais une commission d'enquête qui est bloquée aujourd'hui par la présidente de la commission des affaires étrangères, Marielle de Sarnez, qui ne souhaite pas avancer et permettre à ce qu'elle puisse être mise en place et que les parlementaires puissent vraiment poser des questions au gouvernement par rapport à ça, établir pourquoi ces contrats ont été signés, est-ce que c'était par rapport à la guerre au Yémen, vraiment lever le voile par rapport à ça. Mais du coup, effectivement, la présidente de la commission des affaires étrangères, Marielle de Sarnez, s'est engagée à mettre en place, à la fin octobre, une mission d'information parlementaire sur le contrôle des ventes d'armes, elle a d'une certaine façon acté que la France avait un retard
dans le domaine du débat parlementaire et du contrôle des ventes d'armes par rapport à d'autres pays, comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, où dans ces pays-là, eh ben, d'une certaine façon, les parlementaires sont associés aux demandes d'exportation d'armes, ils ont leur rôle à dire, ils ont parfois accès au secret défense, et on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas le cas en France. Donc il y a quand même une prise de conscience, mais on sent un verrouillage total de la part de l'exécutif, qui fait que aujourd'hui, même si vous avez à peu près 100 députés qui soutiennent aujourd'hui un renforcement du rôle du Parlement, qui est d'accord avec ces idées, vous n'avez pas forcément de mobilisation parlementaire en tant que telle, parce qu'il n'y a pas de culture de remise en cause aussi de la politique internationale de la France sur le sujet. C'est pas dans la culture politique, la culture parlementaire de débattre de ces sujets, et du coup il y a tout à construire. Et c'est pour ça que là, on est au niveau où effectivement l'implication des citoyens est essentielle, parce que si les citoyens n'interpellent pas leurs représentants sur ce sujet-là, notamment leurs parlementaires, il y a peu de chances pour que cela change et qu'on puisse mettre en place, au moins en France, ce qui serait un début, c'est-à-dire un vrai rôle pour les parlementaires de savoir là où les armes françaises sont livrées, quels sont les types d'armes aussi concernées, à quoi elles servent, etc. Et de pouvoir poser ce débat. Et c'est là où on touche cette question des ventes d'armes et ce débat autour de la responsabilité de la France. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une question qui soit politique, au sens où elle ne se réduit pas non plus à quelque chose d'électoral ou à quelque chose qui se réduit aux partis politiques, mais que ce soit quelque chose qui puisse faire l'objet évidemment de débats citoyens, de mobilisation citoyenne locale, que les gens se sentent autant concernés par ce qui se passe à l'international que ce qui concerne un peu le débat national. Aujourd'hui, on a beaucoup de débats sur effectivement les gilets jaunes, les causes évidemment environnementales, même si effectivement c'est des causes plus globales qui concernent là pour le coup pas uniquement la France, mais il faut aussi se rendre compte que notre État, qui est considéré comme par toute une partie de la gauche comme un État d'une certaine façon providence sur le plan intérieur, c'est aussi un État qui est plutôt prédateur sur le plan international, au sens où d'une certaine façon il perpétue des relations avec des régimes autoritaires. Il vend des armes à des régimes, notamment l'Égypte, des armes qui servent à réprimer la population civile, à la contrôler. Donc tant que citoyen, on ne se sentira pas concerné au quotidien par la politique que mène la France au niveau international, il y a assez peu de chances que la situation change. Voilà, ça va vraiment partir, évidemment, de la base, parce qu'il y a une culture qui est profonde en France, qui est une culture où tout doit, depuis le gaullisme, d'une certaine façon, ces questions de vente d'armes, les politiques de défense, d'une certaine façon, seraient du seul ressort de l'exécutif, ce serait son précaré, et l'exécutif disposerait du monopole dans ce domaine. Et il est temps vraiment qu'à l'instar de ce qui se passe au Royaume-Uni, mais aussi en Allemagne, où les syndicats, les églises se sentent comptables de la politique de l'Allemagne à l'international, que ce soit la même chose en France, et que d'une certaine façon, il puisse on puisse progresser évidemment au niveau du débat au Parlement, mais aussi au sein de la société. Je vous remercie, et puis on va passer à un temps d'échange. Merci.